Prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Sabrina Pentier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente d'Husqvarna France. Ce mot impact, c'est souvent la première question que je pose. Comment vous le mettez en musique en quelque sorte dans votre entreprise? Alors déjà, ça commence par la vision. Je pense qu'avant de parler d'impact, il faut savoir qui on est. Pour pouvoir impacter. Ouais. Et d'ailleurs, Gandhi le disait, être le changement que l'on veut voir dans le monde. Et je pense sincèrement que lorsque la vision est claire et l'impact chez Husqvarna est clair, c'est l'innovation. L'innovation en vue de réduire les émissions de carbone, notamment, c'est un impact que nous voulons avoir. Impacter notre écosystème, la biodiversité dans les jardins et faire en sorte aussi peut-être d'inspirer les particuliers, les professionnels des espaces verts, de l'entretien des espaces verts pour qu'ils puissent avoir les clés et impacter leur environnement eux-mêmes, leur écosystème. Et on va effectivement parler biodiversité, on va parler des espaces verts en ville, parce qu'il y a peut-être une façon de les repenser, mais il y a un peu de votre histoire personnelle que je voudrais creuser quand même. Il y a 10 ans, vous êtes parti aux États-Unis pour vous former comme coach. Oui. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans votre façon de manager les équipes du Husqvarna France? Eh bien, écoutez, ça change tout. Je me suis transformée, c'est-à-dire que je suis partie, j'ai tout quitté. Ça n'a pas été simple, il y avait vraiment un acte de courage parce que c'était incertain. J'ai été formée par les meilleurs. C'est vrai qu'aux États-Unis, le coaching est vraiment utilisé depuis toujours en fait dans les organisations. Et quand je suis rentrée en France, j'étais transformée. C'est-à-dire que j'anticipais les conflits. J'ai aucun conflit dans mon équipe aujourd'hui parce que je suis capable de désamorcer avant même que le conflit arrive avec l'écoute à 360 degrés qui a été par exemple un élément clé dans mon leadership. Et en fait, ce que vous apprend le coaching aussi, c'est de vider le verre. Parce qu'en fait, on a plein de préjugés et de croyances, surtout quand on est leader. Et on vous apprend à vider vos croyances. Et quand vous êtes vide, finalement, intérieurement, vous pouvez être vraiment présent pour l'autre. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Et ça a été une vraie leçon que j'ai pris, la leçon de l'ego. Et donc, le coaching m'a permis de, finalement, être authentique, enlever les voiles de l'ego. D'accord. Et là, vous êtes complètement en vérité avec vos équipes, avec ce qui se passe. Vous osez dire les choses, vous faites des feedbacks. Et le courage est vraiment une des valeurs clés que je mets en place quand on parle d'impact au sein de l'organisation. Alors, je crois que vous êtes une des rares femmes dans ce milieu de la motoculture, etc., une vingtaine d'années d'expérience dans l'industrie en France et à l'international, on vient de l'évoquer. Est-ce que ça vous agace quand vous le rappelle encore? Vous être une des rares femmes à... Effectivement, tant qu'on me pose la question, c'est que c'est pas encore gagné. C'est qu'il y a encore du boulot, on est bien d'accord. C'est qu'il y a encore du boulot. Oui, je suis la première femme présidente chez Husqvarna France et je pense que ça nous permet d'éclairer. C'est-à-dire qu'on a encore du changement, c'est clair. J'entends encore trop des blagues sexistes, des comportements qui sont déplacés. C'est encore là. On doit se battre, c'est pas encore fini. Mais aussi, en même temps, en tant que femme, je peux aussi éclairer les autres femmes à venir dans l'industrie. Mais alors, c'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous profitez, au bon sens du terme, de votre place actuelle pour soit promouvoir des femmes dans l'entreprise, soit inciter des jeunes ou moins jeunes femmes à choisir la tech, à choisir l'industrie, à choisir des secteurs dans lesquels on n'est pas censé, mettre tous les guillemets possibles, les voir travailler. Tout à fait, et j'ai 2 exemples. Le premier, on n'avait aucune femme dans le département vente depuis la création du Husqvarna France. On vient d'embaucher 2 femmes, enfin, dans le commerce. Alors, c'est le début, mais elles sont dans les top 3 des meilleures commerciales de France, et je suis fière de ça. Donc oui, je vais féminiser les départements vente, féminiser les départements après-vente aussi. On n'a aucune technicienne encore, femme. Et la deuxième chose, c'est le harcèlement. Les métiers de la tech, c'est vrai qu'on voit que c'est des métiers qui sont encore trop masculins. Complètement, mais... Vous savez, il y a des biais cognitifs. Je veux dire, on ne se sent pas légitime en tant que femme d'aller dans ces milieux-là. On pense qu'on n'y a pas droit, ou que c'est un milieu trop masculin et qu'on n'arrivera pas. Et on a fait une étude chez Husqvarna, on a posé la question à des femmes, pourquoi vous ne rentrez pas dans l'industrie? Elles ont toutes répondu la même chose, on a peur de se faire harceler. Et c'était étonnant et elles ont raison, et c'était le deuxième exemple que je voulais vous donner. Ce que je peux faire également en tant que femme, c'est défendre les positions aussi. Quand je vois un acte, et ça a été le cas, on a fait une convention où on a invité 350 clients et j'ai des collaboratrices qui ont été harcelées pendant la soirée. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, c'était le cas pendant des années apparemment et personne n'avait agi.
j'ai pris et j'ai décidé d'agir. J'ai réuni toute l'équipe, je leur ai expliqué ce qui s'était passé. Les hommes étaient surpris, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont vu, mais ils n'ont rien fait. Pas parce qu'ils n'avaient pas envie d'agir, mais ils ne savaient pas. Ils avaient peur de perdre les clients, peut-être aussi. Donc j'ai pris le risque. On a appelé chaque individu. J'ai pris le risque peut-être potentiellement de perdre le business, parce qu'il y a quand même plusieurs millions d'euros en jeu. Mais ça, il n'y a aucune transigeance. On doit être intransigeant sur les valeurs. Et c'est clair que chez Husqvarna, vous pouvez être tranquille sur la capacité et les feedbacks des collaborateurs sont clairs, on se sent protégé. Et ça, c'est important. Alors, quelques chiffres sur Husqvarna au niveau mondial. Le chiffre d'affaires 2024, c'est près de 44 milliards d'euros, 43 milliards 900 millions, 13 300 salariés dans le monde. En France, le chiffre d'affaires, il était en progression l'an dernier à 40 millions d'euros. On va rentrer un peu dans le détail de ce qu'est cette entreprise. Vous vendez quoi? Alors, une entreprise suédoise qui a 336 ans maintenant. Donc 336 ans, c'est génial. On a une très belle histoire. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes fabricants d'outils motorisés pour l'entretien des jardins, des espaces verts en ville et des forêts. Donc c'est par exemple tout ce qui est portable, les tronçonneuses, les tailluées, les souffleurs. C'est également les roues. Donc avec les robots de tonte, à la fois dans les jardins, mais aussi dans les golfs ou sur les terrains de foot. Et on a également toute une gamme de services, location, lease, de nos machines, pour permettre à tout le monde d'y avoir accès. Ouais. Alors comment vous faites baisser le bilan carbone d'une entreprise comme celle-là? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, la culture suédoise. C'est une culture que je ne connaissais pas. Mais donc, nous sommes dans la semaine du développement durable en ce moment. L'ONU, en 2015, a lancé 17 objectifs développement durable. Et dans ce cadre-là, Husqvarna a lancé ce qu'on appelle le Sustainnovate Plan de 2015 à 2025 avec des objectifs très clairs. Le premier, réduire de 35% les émissions de carbone sur toute la chaîne de valeur. On est à 55% en 2025. On a réussi le pari, on l'a même dépassé. Comment on a fait? On a fermé des usines pétrole, parce qu'on a encore des produits pétrole, et on a ouvert des usines de robotique. Parce qu'un robot de tonte, pour vous donner une image, c'est l'équivalent d'une ampoule pour certains robots, une consommation très basse d'émissions de carbone, et on a favorisé ces produits-là avec des produits batteries. Et ça, c'est une des clés qui nous a permis aussi d'impacter l'écosystème. Ça a été validé par le SBTi. Il faut savoir que Science Based Target Initiatives, c'est un groupe, une initiative internationale qui a été créée, alors le WWF, les Nations Unies, qui se sont rassemblés pour fixer des objectifs clairs aux entreprises et qui vont diminuer leurs émissions de carbone. Donc vous l'avez évoqué, cet objectif, c'était moins 35% d'ici cette année, d'ici 2025, donc vous êtes bien au-delà. C'était quoi l'année de référence? C'était il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à quoi on se base et de quel modèle vous êtes parti? C'est un peu ça la question. Alors en fait, il n'y a pas vraiment d'année de référence. On s'est dit, de 2015 à 2025, pendant 10 ans, on va changer notre modèle. On a intégré notamment les objectifs de développement durable dans les objectifs financiers. Donc dans notre rapport financier maintenant, on inscrit ces indicateurs de mesure, qui sont la diversité, qui sont l'impact environnemental, les émissions de carbone. Donc à partir de 2015, on a eu une stratégie de réduire et d'accélérer l'innovation sur la batterie notamment. Donc avec un objectif de 2/3, de passer tous nos produits pétrole à hauteur de 2/3 à des produits batteries. Donc il y a une transition énergétique qui se fait également dans l'innovation. Est-ce que ça veut dire aussi rendre vos produits plus réparables, lutter contre l'obsolescence programmée? Exactement, et merci pour ce point, parce que c'est une des clés du Made in Europe, je dois encore le signaler. On est, c'est vrai, attaqué de toutes parts par des concurrents qui viennent d'Asie, et ce qui nous distingue encore aujourd'hui, c'est notre réseau. On a un réseau de 9000 revendeurs, concessionnaires, un peu comme un concessionnaire d'automobile, qui fait du Husqvarna et qui a l'obligation d'avoir un atelier et de répondre à des critères très exigeants de réparabilité. Et on a notamment, on peut fournir les pièces jusqu'à 10 ans. Sur nos robots de tonte. Ces robots de tonte, d'ailleurs, je crois que c'est 2025, c'est les 30 ans du premier robot tondeuse. Alors, c'était une sacrée révolution, quand même, dans le jardin. Depuis, vous avez été copié, j'imagine, un peu partout. Ces robots, en 30 ans, ils consomment de moins en moins, ils se sont améliorés. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette histoire dans l'histoire? Alors, déjà, nous sommes l'inventeur du robot. Nous avons créé le robot au niveau mondial. Donc, nous avons lancé notre premier robot solaire. Il s'appelait la Tortue. Et
Et 1995. Ouais. À partir de là, effectivement, le robot a évolué, le design aussi est reconnu. On avait des brevets qui ont été lancés. Nous avons 350 ingénieurs qui travaillent juste sur le robot en Suède. Notre production est à Ecliffe, en Angleterre, et nous y mettons plus d'électronique, plus d'IA. Nous avons notamment une application mobile avec 1 million d'utilisateurs. C'est l'application la plus utilisée dans le jardin, qui est connectée à tous les produits de votre jardin. Qu'est-ce que ça change d'avoir un outil connecté ? Alors, dans son usage et peut-être dans son bilan, là aussi, dans son impact carbone. Alors, on a fait une étude avec 4000 personnes, 4000 particuliers dans 6 pays européens. On leur a posé la question de comment impacter votre jardin. Et la réponse, c'était à 60%, on sait que le jardin peut être un vivier d'impact de la biodiversité, mais à 80%, on ne sait pas comment faire. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'à travers l'application mobile, on donne des conseils, on écrit des fiches, on écrit des articles, et grâce à ça, on a pu lancer ce qu'on appelle le rewilding mode. Donc, ce rewilding mode, c'est une fonctionnalité sur le robot qui vous permet d'épargner 10% dans votre jardin pour les abeilles, les pollinisateurs, et vous imaginez en Europe, 250 000 hectares seraient économisés si chacun utilisait l'application. Mais alors attendez, comment ça marche ? Parce qu'il n'y a pas besoin forcément d'une appli ou d'une machine connectée. Il suffit de se dire, tiens, cette partie de mon jardin, je vais la laisser en friche, non ? Eh bien non, justement. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Déjà, il faut cartographier le jardin, et grâce à l'application mobile, vous cartographiez en instantané. Vous arrivez à dresser une carte de votre jardin. On a de la vision également qui va sortir dans le robot. Donc, le robot va être cartographié avec les espaces que vous voulez garder, parce qu'il faut tondre tous les jours. En fait, ça, on ne le sait pas, mais le mushling, ça permet de renouveler le gazon. Et le fait de tondre tous les jours vient améliorer la qualité du gazon. Et permet aussi une durabilité de votre gazon grâce à cette technologie. Donc, on y met de l'IA, on y met de la vision, et on donne des conseils via l'application mobile pour, notamment, si vous avez un taille-haie électrique, vous avez votre niveau de batterie, ce que vous consommez par jour. Oui, effectivement. Avec aussi cet International Biodiversity Advisory Board, c'est quoi ? Alors là aussi, une sorte d'expertise, c'est ça ? Exactement. On va plus loin en parler d'impact. En décembre 2023, on décide chez Husqvarna de faire appel à des experts. Donc on a créé un comité consultatif avec des scientifiques, des philosophes, notamment Sandra Lavorel, scientifique au CNRS qui a reçu la médaille d'or pour ses travaux liés à la biodiversité, est rentrée dans le comité et nous donne des conseils pour produire ou créer des produits qui vont être en alignement avec les écosystèmes et le développement. Notamment pour les villes aussi, avec Living City. Alors ça, on va y revenir sur les villes et les espaces verts urbains, mais quand vous dites, je vous entends parler des experts, etc., ça rejoint des objectifs basés sur la science, c'est-à-dire que, est-ce que vous avez commencé par une sorte d'audit d'impact ? Alors vous n'y étiez pas il y a 10 ans, mais on peut le raconter, pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on active comme levier prioritairement, lesquels sont les plus efficaces, vers où les scientifiques nous demandent d'aller ? Est-ce qu'il y a eu cette démarche, d'une certaine façon ? Oui, alors, chez Husqvarna, c'est vrai qu'il y a c'est pour ça qu'on a lancé ce comité consultatif, mais ça a commencé bien avant. En fait, on interroge les experts, il y a des réunions qui sont organisées, notamment, Living City, on en reparlera sur les villes, on fait rencontrer des personnes pour savoir quels sont les enjeux de l'entretien des espaces verts, à la fois pour le particulier et à la fois pour les villes. Et à partir de là, on dresse un diagnostic et on se dit qu'est-ce qu'il faut qu'on ajoute dans nos produits pour répondre à ça. Ça a été le cas avec le rewilding mode, par exemple. Mais on va parler des villes dans un instant, il nous restera une dizaine de minutes, on aura largement le temps de l'évoquer. Mais si moi je me place comme consommateur, c'est pas le premier critère d'achat d'un produit Husqvarna de se dire je vais favoriser l'environnement ou la pollinisation. Ou est-ce que vous le voyez dans les actes d'achat monter ? Alors oui, de plus en plus, notamment sur le particulier. Là encore, l'étude nous le montre, les particuliers sont sensibles à l'écosystème et à leur jardin et comment même. Enfin, j'ai un jardin également. J'ai envie de savoir quoi faire. Notamment avec le réchauffement climatique. On a de plus en plus de challenges. Donc, les particuliers, les consommateurs vont être intéressés. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a une révolution, une transition qui se fait beaucoup plus rapidement sur le particulier, sur la transition énergétique.
Les gens n'ont plus envie d'avoir de pétrole dans leur jardin. Ouais, donc, c'est pour ça que les robots tondeuses électriques marchent de mieux en mieux, c'est ça, enfin, en termes de vente. Mais même, vous n'avez plus de pollution sonore. Vous imaginez, même dans les golfs, on est en train de révolutionner le monde du golf. On n'est plus dans les tracteurs qui polluent thermiques. On est sur une solution qui est silencieuse, qui améliore la qualité de votre jardin, qui est connecté, peu importe où vous serez dans le monde, vous pouvez connecter votre robot, le lancer, l'arrêter. Qui va bien. Oui, voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les particuliers donnent des noms à leurs robots, comme s'ils faisaient partie de leur animal de compagnie. Donc oui, en fait, les particuliers sont attachés à leurs robots. Il y a une démocratisation qui se fait et ils sont sensibles à cette nouvelle composante. Bien évidemment que le pouvoir d'achat est menacé et que le prix est important. Le prix va rester un critère d'achat. Mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'on a là identifié un levier, parce que si on met bout à bout tous les jardins en France ou en Europe, effectivement, ce sont des espaces de biodiversité potentiels qui sont assez gigantesques. Et il y a aussi ceux des villes, et donc là, vos interlocuteurs, ça va plutôt être les municipalités. Évidemment, vous êtes dans quoi? Dans une réflexion pour repenser ces espaces verts en ville? Oui, et d'ailleurs, nous organisons là aussi des espaces d'échange. Une fois par an, on a lancé un événement qui s'appelle Living City. Living City, c'est un événement, une conférence annuelle donc, qui se tenait en Suède l'année dernière, en France il y a 2 ans à Paris et cette année à Barcelone. On fait rencontrer des experts, des municipalités, des experts de l'entretien des jardins, des paysagistes. On les met en relation avec nous et des journalistes. Et à partir de là, on parle des espaces verts, des enjeux, du réchauffement climatique et comment on peut intégrer aussi végétaliser nos villes, qui est un enjeu majeur avec le réchauffement climatique. Quand on sait que planter des arbres et rajouter des espaces verts peut nous faire augmenter de 1,5 voire 2 degrés la fraîcheur dans les villes. Enfin, en tout cas, de baisser de 2 degrés et créer des îlots de fraîcheur. Et alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Parce que vous vendez des machines, donc qu'est-ce que vous proposez aux municipalités pour justement accroître la place des espaces verts, mieux choisir les emplacements, etc. etc. Alors, on adore l'IA aussi. On a travaillé avec un outil qui s'appelle Luxi. Luxi, c'est Husqvarna Urban Green Space Index. HUGSI. C'est ça. Et en fait, Luxi, c'est un outil d'intelligence artificielle qui travaille avec des satellites et qui vous permet vous êtes au-dessus de Paris et vous avez une image claire du taux de végétation au mètre carré à Paris, dans toutes les villes du monde. On a lancé ce projet qui nous permet... Donc, on a dressé des indicateurs de mesure et notamment même la santé des plantes qu'on est capable de diagnostiquer à distance pour savoir si une ville est saine ou pas et de faire un diagnostic, dresser des diagnostics avec les villes et de pouvoir mettre des plans d'action en place. On a lancé UXI il y a quelques années. On va déployer en novembre jusqu'à 82 pays, 516 villes. Donc, c'est un outil qui est recommandé et qui est utilisé par les villes pour mettre des actions en place. Alors, est-ce qu'on peut prendre des exemples en France de villes qui l'utilisent et puis surtout partir d'un point A pour avoir un point B? Qu'est-ce que ça change, quoi? Alors, on a fait le diagnostic à Paris et d'ailleurs, les intervenants de Paris sont venus à Living City il y a 2 ans. On voit déjà des progrès, mais il faut savoir que Paris est une exception. Et c'est choquant de voir les résultats, 15% d'espace vert seulement à Paris. Pourquoi? Parce qu'il y a une densité de bâtiments. Alors, c'est une vieille ville également, culturellement. Ce qui fait alors il y en a un peu plus à l'ouest qu'à l'est. Et c'est une ville qui c'est 7 mètres carrés de végétation par habitant. Donc, vous êtes à 216 à Besançon. Besançon est la première ville, la ville la plus verdoyante en France. Alors, là aussi étonnant, mais c'est comme ça. Donc, attendez, je veux bien que vous redonniez les chiffres, le comparatif entre Paris et Besançon. 7 mètres carrés de végétalisation, à dire par habitant, à peu près en moyenne. Et on passe à 216 à Besançon. Vous vous rendez compte? Le gap est vertigineux. Et donc, on s'est dit, nous, on ne peut que recommander à Paris d'utiliser l'outil et surtout la santé des arbres, notamment quand on voit que le réchauffement climatique, on crève de chaud l'été. Les arbres permettent de retenir en cas d'inondation et permettent aussi d'apporter ces îlots de fraîcheur. Donc on a du travail en fait à Paris. Il va falloir qu'on travaille peut-être sur des murs végétalisés, sur des îlots végétalisés. Là, on a vraiment du travail sur la planche par rapport à cette ville. C'est drôle parce que nous, on enregistre cette émission, on est à 2 pas, à quelques 50 ou 100 mètres de la place du Colonel Fabien qui va devenir une forêt urbaine. C'est le terme qui est employé par la ville de Paris. Il y en a une autre, par exemple, qui est près de la gare Montparnasse. Alors, forêt urbaine, le terme est peut-être un peu exagéré, parce que ça reste une place, mais quand même, on voit qu'il y a cet état d'esprit qui change.
vous fournissez du matériel, vous fabriquez, enfin, vous n'êtes pas concepteur d'espaces verts urbains, on est bien d'accord? Oui, mais on n'est pas seulement fabricant de matériel. Et c'est ça l'esprit du Husqvarna. On vend une solution et un concept philosophique, je dirais même. Et ça vient de la culture suédoise. En Suède, 70% du territoire sont des forêts. Si vous avez l'occasion d'aller en Suède, c'est hyper naturel. On a un endroit et un vivier. D'ailleurs, c'est le deuxième pays à répondre aux objectifs de l'Europe, sur les 17 objectifs du développement durable. Après la Finlande, c'est la Suède. Ouais. On est précurseur et je pense qu'on est leader en termes de pas seulement promouvoir, et c'est ça la stratégie et la philosophie du Husqvarna, c'est pas stratégie, juste promouvoir des produits, on s'en fiche. Bien sûr qu'il y a une profitabilité, mais on va au-delà, on est l'inventeur du robot il y a 30 ans, alors personne n'en parlait, on impactait déjà notre environnement, et personne parlait encore à ce niveau-là d'impact environnemental. Donc on a ça dans notre culture, et donc on veut transmettre et inspirer 5 millions de personnes, c'était l'objectif de 2015 à 2025. Ouais. Avec une question de modèle économique, on recevait Fabrice Bonifay hier, le président du C3D, le collège des directeurs de développement durable, qui va assez loin sur l'idée que le modèle linéaire qui consiste à produire, vendre le plus possible, il est condamné à terme. Est-ce que la réflexion va jusque-là chez Husqvarna? C'est-à-dire de se dire il faut qu'on passe de ce modèle-là à un modèle plutôt de location, où on va peut-être vendre moins de matériel, mais du matériel plus robuste, qui durera plus longtemps et dont on restera propriétaire et qui sera loué à nos clients. Est-ce que vous commencez à réfléchir à ce modèle-là ou pas encore? Oui, je pense qu'on a déjà commencé depuis 2015 en lançant ce plan Sustainnovate qui répondait finalement à la COP15 de la préservation des terres et des mers. On va vraiment... ce comité consultatif qui a été créé, en fait, on fait tout pour arriver à impacter justement cet environnement. Husqvarna, comme je vous le disais, c'est pas seulement... Alors, bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Le modèle économique est voué à l'échec, tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'on fait la promotion seulement de la transaction. On passe d'une transaction et on s'inscrit dans la stratégie 2030, puisque j'étais en Suède fin août pour la stratégie 2030, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire les 5 prochaines années. Et clairement, il a été clairement dit, on va passer de la transaction, parce que là aussi, c'était encore une culture pétrole, à la solution. On va s'orienter vers une solution qui va permettre d'être dans la durabilité. On a l'indice de durabilité, de réparabilité qui est sorti aussi, le cadre légal qui nous oblige aussi à être beaucoup plus, d'aller beaucoup plus loin. On a quand même 800 revendeurs en France qui font de la réparabilité. C'est la promotion que nous faisons. Nos produits durent plus longtemps. C'est vrai qu'on a encore des personnes qui me disent « Moi, j'ai encore une tronçonneuse 10 ans après, 15 ans après ». On a 50 innovations qu'on a lancées de 2015 à 2025, circulaires. Par exemple, le goutte à goutte de chez Gardena pour permettre moins consommation d'eau. On a créé une box de location de produits que vous mettez dans les villes où vous pouvez échanger les produits. Alors c'est un concept qu'on est en train de lancer. Ouais, donc là, on commence à être dans une économie de l'usage plus que dans une économie de la possession. Bon, les lignes commencent un petit peu à bouger, mais c'est compliqué évidemment. Là, on parle vraiment d'un modèle économique complètement à faire twister, quoi. Il ne faut pas se leurrer. Avant de faire de l'environnement, il faut déjà qu'on ait une profitabilité, sinon on ne pourra pas passer à la prochaine étape. Ce que je constate, c'est qu'on est attaqué, là aussi, en Europe, alors on pourra en parler, par des marques asiatiques qui, malheureusement, moi je le vis comme un dumping depuis 20 ans, parce que je travaille dans différents secteurs. Par exemple, nous, on répare donc nos machines. Quand vous avez une marque concurrente qui arrive avec un robot, comme ils n'ont pas encore d'après-vente ou en quoi de système de réparabilité, des pièces sur 10 ans, ils échangent le robot. Donc on est dans une société de consommables. Vous imaginez, le robot est devenu un consommable depuis ces 2 dernières années qui s'est accéléré. Et ce qu'on dit, nous, c'est on a fait la promotion du leasing, donc on fait de la location. Vous pouvez louer votre robot avec un coût par mois, avec les pièces inclus, l'assurance inclus, et un réseau de revendeurs derrière qui s'occupent de vous et qui... donc, voilà. Dernière question, une petite minute. Question d'actu et de marché. Je ne sais pas ce que pèse le marché américain pour une marque comme Husqvarna, mais quand on a un président... clairement, il l'a dit devant l'ONU, climato-sceptique, pour ne pas dire climato-complotiste. Est-ce que ces objectifs-là, environnementaux, vous en parlez moins? Aux États-Unis? Oui. Alors... C'est compliqué le marché américain. C'est compliqué en plus depuis un fort protectionnisme. On perd clairement des parts de marché aux États-Unis. On compense en Europe donc on a ouvert et on investit plus en Europe. En
on ne peut pas transformer la culture américaine. On est européen, on est quand même, il faut le dire, très différent. Donc aujourd'hui, il y a des choix stratégiques qui vont être faits par rapport aux États-Unis. On continue de promouvoir les mêmes valeurs, puisqu'on reste un groupe suédois. Et d'ailleurs, c'est un Suédois qui dirige la filiale américaine depuis 1 an. Parce qu'on veut aussi transmettre ces valeurs-là. Mais on fait face quand même à un marché très thermique, très de pétrole. Et là, on ne change pas les mentalités comme ça. Aussi rapidement. Merci beaucoup. Merci Sabrina Pentier. À bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre rubrique Start-up et innovation. Je vais vous embêter. Et si des moutons remplaçaient vos tondeuses